Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast de l'Irréel. Pour rappel, à chaque édition, nous vous présenterons un roman dont nous discuterons. Donc on va vous donner nos impressions et aborder un thème ou plusieurs différents à chaque fois. Donc comme nous avons toutes des goûts différents, à chaque édition, nous aborderons des genres littéraires différents. Donc on va d'abord se présenter avant de commencer. Mimi ? Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de littérature jeunesse. La littérature jeunesse, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, même si je suis incapable de citer précisément mon livre de littérature jeunesse préféré, parce que j'en ai trop, que ce soit pour le boulot ou par plaisir. Et j'aime beaucoup ça, donc si je dois en citer quelques-uns que j'aime bien, bon, il y a Harry Potter, bien sûr, Hunger Games. Là, j'ai découvert la série Cherub, que j'aime beaucoup aussi. On va peut-être arrêter la liste ici avant de faire trop long. Bonjour, bonsoir, je sais pas à quelle heure vous allez écouter ça, donc moi c'est Wendy. Alors j'ai un rapport différent à la littérature jeunesse, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'en lire à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans. En fait, j'ai commencé à lire plutôt des classiques, parce que je me destinais à des études littéraires et que je me la pétais beaucoup à l'époque. Je me prenais pour le nouveau Georges Perec. Je me la pète beaucoup et je suis snob. Mais si je devais garder un souvenir de littérature jeunesse que j'affectionne beaucoup, on va dire, ce sont les Orphelins Baudelaire de l'Emily Snicket. C'est vraiment mon meilleur souvenir de jeunesse. Et du coup, moi c'est Ali. Je lis toujours pas mal de littérature jeunesse, même si c'est pas pour le boulot. Niveau livre fétiche, on va dire que ça change assez régulièrement. En ce moment, j'ai une affection toute particulière pour une trilogie de Cassandra Clare. Je me rappelle pas du nom français. En anglais, c'est The Infernal Devices, avec mon super accent. Voilà, donc on va passer au livre. Alors comme c'était un choix de Mimi, c'est elle qui va vous le présenter. Donc, le livre pour ce podcast, c'est La vérité sur Alice, de Jennifer Mathieu, ou Jennifer Mathieu, vu que l'auteur est américaine. Alors, je vais vous lire le résumé pour vous présenter le livre. Au lycée de Hailey, la vérité est une question de point de vue. Alice Franklin est une traînée, tout le monde le sait. C'est forcément vrai, puisque c'est écrit partout sur les murs du lycée. On dit qu'elle a couché avec 2 garçons d'affilée. Tout le monde a sa vérité sur Alice. Son ancienne meilleure amie, son admirateur secret. Quelle sera la vôtre ? Donc, c'est un livre qui parle d'une jeune fille qui est victime de rumeurs à son lycée parce que un garçon s'est amusé à répandre des saloperies sur elle et à salir sa réputation. En même temps, vu ce qu'il dit... Oui, alors j'ai dit un gros mot, il y en a beaucoup aussi dans le livre puisque tout le monde martyrise cette pauvre Alice qui n'a pas le droit de s'exprimer et tout le monde va présenter sa propre vérité sur Alice. Ok, alors du coup on va parler de ce qu'on a ressenti pendant notre lecture. Je vais commencer. Alors pour être honnête, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions pendant ma lecture. Je me suis pas vraiment investie comme je peux le faire d'habitude quand je lis de la littérature jeunesse ou même de la littérature non jeunesse. J'ai eu pas mal de distance finalement avec les personnages, avec l'histoire. J'ai eu un peu de mal à m'identifier à eux. C'est une histoire qui est assez horrible en fait. Du coup, c'est vrai que c'est pas évident de rentrer dedans et de s'identifier au personnage puisque il y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. Donc du coup, je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Bah alors en fait, moi ce qui m'intéressait surtout, c'est le principe de passer d'un personnage à un autre pour avoir justement le point de vue qu'ils avaient sur Alice. Donc c'est un procédé qui est assez courant aux États-Unis, notamment on avait donc il y a un livre qui s'appelle Absalom de Faulkner où justement on se centre sur un personnage et on a les différents points de vue de son entourage sur sa personnalité, le mystère qui l'entoure, etc. Et pareil dans Tendre la nuit de Fitzgerald, donc un peu plus tôt je crois dans la littérature américaine, on a aussi différents points de vue sur le personnage principal qui est une femme un peu mystérieuse, un peu folle aussi, et toutes les rumeurs qui sont autour de ce personnage. Donc en fait c'est ça qui est intéressant, c'est essayer de trouver la vérité derrière tous les mensonges, tous les non-dits des personnages. Ce qui a fait que Alice souffre en ce moment. Mais c'est vrai que sinon, en dehors de ça, comme tu as dit, les personnages sont vraiment antipathiques. Moi, je me suis pas attachée, j'ai pas eu envie vraiment de savoir ce qui leur arrivait, j'étais pas accrochée au livre comme on peut l'être effectivement pour la littérature jeunesse quand on suit les aventures de personnages littérature jeunesse. Moi, cette notion de différents points de vue m'a intéressée aussi, parce que c'était assez intéressant de reconstruire
l'histoire et d'essayer de démêler la vérité en mettant bout à bout les différents points de vue et en essayant de voir ce qui se contredit et les petites vérités cachées qui apparaissent sous les différents points de vue. Et puis après, le livre, j'ai bien aimé le lire. C'est un livre qui se lit très vite et c'est assez difficile de le lâcher. Après, c'est pas mon plus gros coup de cœur en littérature jeunesse. C'est plus... Enfin, je suis tout à fait d'accord, les personnages sont vraiment antipathiques. Mais ça se rapporte... Il y a d'autres livres comme ça qui se passent dans les lycées et tout, où les personnages... ils sont pas forcément sympathiques. Et puis... Mais c'est intéressant aussi parce que je trouve que même si les personnages sont très antipathiques, c'est des bonnes représentations d'adolescents. On n'a pas des adolescents tout idéalisés, bien propres, sur eux, bien lisses. Oui, c'est vrai. Ce qui est assez agaçant en fait dans les livres en fiction quand on a des enfants ou des adolescents qui sont parfaits. Je trouve ça ridicule parce que ça représente pas du tout la réalité. Donc de ce point de vue-là, je trouvais que c'était assez bien fait. Oui. Après, au niveau de l'histoire, si vous voulez un truc qui vous remonte le moral et tout, ne lisez peut-être pas ça. Mais j'ai bien aimé quand même. Comme on l'a dit avant, toute l'histoire tourne autour des personnages. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de vous les présenter. Je vais commencer avec Alice, du coup, vu que c'est le personnage principal. Au début, elle est écrite comme gentille, ouverte. Elle a quand même cette réputation. Elle aurait eu une histoire avec deux personnes, et du coup, ça la poursuit un petit peu, ce qui fait que quand la rumeur se répand qu'elle aurait eu une relation avec deux garçons en même temps, les gens sont extrêmement prompts à croire que c'est vrai. Tout à coup, la fille gentille et ouverte devient une fille à scandale, et de nombreuses expressions sont utilisées pour la décrire. Donc, par exemple, grosse salope, traînée, garce et autres mots doux. Et on me reproche d'avoir dit un gros mot tout à l'heure. Mais tu as une responsabilité. Du coup, ensuite on va passer à Hélène. Qui veut parler d'Hélène? Alors, ce n'est pas Hélène et les garçons. Hélène, en fait, c'est la fille populaire du lycée, celle que tout le monde admire, que tout le monde veut fréquenter. Au premier abord, elle paraît vraiment très superficielle. Elle se focalise sur son look. Elle se trouve très bien aussi. Bon, après, elle a aussi quelques défauts et elle est complexée un peu par sa mère qui l'oblige à faire des régimes à répétition. Elle a quelques problèmes de confiance en elle et on voit que ses parents, enfin surtout sa mère, la pourrit un peu. Et au niveau de sa relation avec Alice, pendant les 3/4 du roman, en fait, elle a de gros problèmes avec Alice et elle lance... pas mal de rumeurs sur elle parce que un des garçons incriminés dans cette histoire est le garçon sur qui elle a un crush pas croyable et avec qui elle sort, elle rompt, elle sort, elle rompt. Donc voilà, elle est très très impliquée dans cette histoire et comme c'est la fille la plus populaire du lycée, c'est elle qui est un peu à la base aussi de toutes les rumeurs qui vont être lancées sur Alice. Ensuite, on a Kelsey. Alors elle, c'était soi-disant la meilleure amie d'Alice. Et en fait, on se rend compte qu'elle a très vite abandonné Alice quand les rumeurs ont commencé à circuler parce qu'elle a peur justement de perdre sa réputation. En fait, elle vient d'un autre lycée et elle a réussi à être populaire parce qu'elle est devenue amie avec Alice. Et elle a peur de perdre sa nouvelle position, justement parce que Alice a été, disons, destituée de son rôle de fille populaire. Donc elle se rapproche plutôt d'Hélène et elle entretient encore les rumeurs. Et on va découvrir qu'en fait, elle a de vraies raisons. Enfin, de vraies raisons, pas forcément des raisons justes de motiver ces rumeurs. Et c'est un des personnages peut-être les plus troublants, je dirais, du roman, parce que justement, elle n'a pas forcément une morale dans son comportement. Mais je trouve qu'elle sonne juste. Elle sonne juste en fait parce que elle réagit finalement. Bon, c'est un peu à l'excès, mais elle réagit, je pense, d'une manière dont on pourrait tous réagir parce que même si je pense que c'est moins marqué en France, cette histoire de hiérarchie au lycée, de être populaire, ne pas être populaire, ça reste quand même relativement important. Et sans aller jusque là où est allée Kelsey dans l'histoire. Enfin, moi, je sais que c'est sans doute un des personnages qui me ressemble le plus, mais encore une fois, elle part vraiment dans des extrêmes qui ne sont pas pardonnables, mais sa peur finalement du regard des autres, je pense que beaucoup d'adolescents peuvent se retrouver dans ce personnage. Oui, effectivement.
Ils ont voilà, des motivations qui ne sont pas forcément toujours justifiées, on va dire. Justifiable. Enfin, justifiable. Et il y a la relation avec sa famille aussi qui est compliquée, puisque elle aussi, de son côté parental, on peut pas dire que sa mère, c'est pas du tout le même genre de mère qu'Hélène, mais c'est pas un modèle non plus. Plus du côté fanatique religieuse, mais c'est... Enfin, ça la pourrit un peu aussi, et ça explique un peu son comportement vis-à-vis d'Alice. Ouais. Alors on va passer à Josh, du coup, qui est le meilleur ami de Brandon. Alors je pense qu'on a oublié de préciser qu'au début du roman, Brandon, un des garçons avec qui Alice aurait couché, en fait... Qui lance la rumeur. Oui, celui qui lance la rumeur. En fait, Brandon meurt dans un accident de voiture. Et du coup, tout le lycée va accuser Alice d'avoir causé la mort de Brandon, puisque Josh, qui est donc son meilleur ami, annonce que Alice envoyait des SMS à Brandon pendant qu'il était en train de conduire et que c'est ce qui a causé l'accident. Donc Josh était vraiment extrêmement proche de Brandon et il a pas en dehors de sa présence dans la voiture lors de l'accident de voiture de Brandon, il n'a pas un rôle majeur finalement, on apprend juste à découvrir quel type de personne c'est, mais il n'a pas une influence majeure sur l'histoire en dehors du coup du fait qu'il était dans la voiture. Enfin, c'est un peu lui qui lance, qui est en partie responsable des rumeurs après la mort de Brandon, parce que ce qu'il va raconter aux parents de Brandon va avoir une influence aussi sur les rumeurs qui vont attaquer Alice après cet accident. Donc c'est un peu ça son rôle, mais c'est vrai que après, en dehors de ça, il est pas vraiment... disons que lui, il n'a pas l'air de vraiment approuver les rumeurs qu'il balance, qui entourent Alice, et il a pas l'air de vouloir les encourager non plus. Il s'en fout, il est juste en train de... Enfin, il est en deuil en fait, et il pleure la mort de son meilleur ami, donc au final... Voilà, il n'est pas très actif, on va dire, dans l'histoire en elle-même, en dehors du coup de cet événement dont on parlait. Mais d'un côté, c'est assez intéressant parce qu'il a un rôle plus passif, mais c'est un des personnages qui, s'il disait la vérité, il pourrait améliorer la situation. Il le fait pas, donc en même temps, il est responsable en ne faisant rien. Tout à fait. Il y a aussi donc Kurt, c'est ça ? Oui. Alors Kurt, c'est un personnage donc qui est un peu à part dans la bande de lycéens qui nous sont présentés dans ce roman. Donc Kurt est justement un personnage un peu isolé, c'est un surdoué. Il est orphelin et tout ce qu'on sait au départ, c'est qu'il a une fascination pour Alice qu'il trouve merveilleusement belle. Et progressivement, on se rend compte qu'il connaît le secret qui se cache derrière les rumeurs qui reposent sur le personnage d'Alice. Et il est assez ambigu puisque justement il va profiter de ce secret pour se rapprocher de la fille qu'il vénère, qu'il aime tendrement, peut-être trop tendrement, pour justement donc en s'en faire une amie, voire plus. Oui, parce que je dirais, c'est pas vraiment qu'il aime Alice, il fantasme juste sur elle au final, enfin au début en tout cas, c'est comme ça que ça se présente. Oui, puis c'est assez ambigu dans la mesure où il fantasme sur elle, mais il fantasme plus sur une version idéalisée d'Alice que sur la vraie Alice. Après, il apprend un peu à la connaître, mais au début, c'est vraiment idéalisé, et il la met sur un piédestal, et c'est un peu malsain en même temps, parce que c'est un peu la figure de la femme idéale, mais c'est pas une vraie femme, quoi. Et du coup, il en fait un objet comme les autres, en se montrant plus respectueux, mais au final, c'est pas respectueux non plus, puisqu'il la considère comme un objet. Mais surtout, il est plus respectueux parce qu'il connaît la vérité. S'il ne la connaissait pas, rien ne dit qu'il agirait pas comme les autres. Donc en fait, finalement, même le plus grand soutien d'Alice est ambigu et présente des caractéristiques gênantes pour le lecteur. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec qui, d'après nous, a eu le pire des comportements. Et moi, je dois avouer que entre Kelsey et Kurt, mon cœur balance. Parce que, comme je le disais, Kurt, finalement, avait toutes les clés en main pour expliquer la situation et révéler ce qui s'était réellement passé. Et il s'est tu parce que ça lui permettait de se rapprocher d'Alice. Donc, au final, il a utilisé son malheur pour son profit personnel.
Et Kelsey, donc je disais tout à l'heure que dans un sens, c'est une de celles à qui je m'identifie le plus. Parce qu'on a tous, quand on est adolescent, cette peur d'être rejeté, de se retrouver tout seul à la cantine du lycée. Mais en même temps, elle part dans de tels extrêmes que c'est impossible d'approuver ses actions, c'est impossible de comprendre... Enfin, on comprend pourquoi elle en est arrivée là, mais c'est impossible de justifier finalement et d'accepter ce qu'elle fait. Donc, à mon sens, c'est vraiment les deux personnages qui sont les plus détestables, sachant que Kelsey, elle, contribue complètement à l'histoire. Enfin, c'est elle qui finalement fait aggraver les choses au fur et à mesure. Après, ce qui est intéressant justement sur Kelsey et Kurt, c'est que Kurt, il a un comportement ambigu et franchement, ce qu'il fait, il y a certains de ses actes qui sont vraiment pas bien, mais pour lui, c'est pas grave, et puis pour lui, il fait rien de mal en fait. Alors que Kelsey, elle se comporte vraiment comme la plus mauvaise amie du monde, parce que elle était amie avant avec Alice, et puis elle sait qu'elle a tort, et elle sait que c'est vraiment pas bien, mais c'est ça le truc, c'est qu'elle le sait, et elle en a conscience, et elle dit qu'elle reconnaît que son comportement n'est pas bien, mais qu'elle peut pas faire autrement. En fait, elle choisit de le faire. Du coup, d'un point de vue moral, c'est peut-être plus... je sais pas ce qui est le plus condamnable, en fait. Le fait de faire des choses plutôt négatives en pensant bien agir, ou le fait de mal agir, mais de savoir qu'on agit mal et de le faire quand même, mais sans vouloir se chercher d'excuses. Moi je dirais que ça reste quand même Kelsey qui est la plus condamnable, parce que justement elle sait qu'elle fait souffrir Alice et ça ne l'empêche pas de le faire, alors qu'elle sache que ce soit condamnable ou pas, c'est juste pour elle ce qui l'empêche de dormir la nuit ou pas, mais au final dans ses actions, c'est elle qui vraiment va compliquer les choses pour Alice, alors que c'était à la base de sa meilleure amie, et c'est grâce à Alice qu'elle est arrivée à cette position dans le lycée, et du coup... la faire dégringoler comme ça, c'est extrêmement cruel de la part de Kelsey, sachant que Alice comptait sur elle. Et d'autant plus que Kelsey semble se venger d'une certaine façon. Elle prend un peu de plaisir à voir Alice, qui l'a, d'après elle, humiliée à un certain moment, être humiliée à son tour. Donc moi j'y vois une forme aussi de vengeance dans le comportement de Kelsey. Et ça, justement, elle le reconnaît pas forcément. Ouais, elle voit plus sa culpabilité, fait qu'elle a abandonné son ami et tout, mais elle ne met pas le mot sur l'idée qu'il y a une forme de vengeance et de justice pour elle. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Ali sur donc Kurt et Kelsey. Les autres personnages, je me suis pas vraiment identifiée à eux. Hélène, la fille populaire, elle est vraiment loin de tout ce que j'ai pu être dans mon existence. On est un peu un gang de has-been, donc s'identifier à Hélène, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. C'est même pas un gang de has-been, c'est un gang de have never been. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'était un peu difficile, même pour Brandon. Josh, limite, j'ai peut-être eu un peu plus de sympathie pour lui parce qu'il est en deuil. Ouais. Il est en deuil et sa passivité en fait s'explique par ce deuil. Donc limite j'ai eu un peu moins de difficulté à le trouver sympathique, on va dire. Ouais. Surtout qu'il affronte d'autres difficultés plus personnelles sur son identité et tout ça. Donc tout à fait. Ça, voilà. C'est peut-être lui que j'ai plus apprécié dans le groupe. Ouais, c'est vrai que Josh, on comprend en fait son comportement et on peut presque l'excuser. Je l'aimais bien en fait, mais il y avait juste des moments où j'avais envie de le secouer, de lui dire mais fais quelque chose, tu peux faire quelque chose. Et non, il continuait. Et, on comprend en fait pourquoi il le fait. C'est ça le pire dans ce roman, c'est que tous les personnages se comportent vraiment comme des gros enfoirés, mais on comprend pourquoi ils le font. Mais c'est vrai que Josh, en fait, finalement, on peut pas spoiler, donc c'est un peu difficile d'expliquer, mais la raison pour laquelle il ment, ça peut avoir des conséquences directes finalement sur lui. Finalement, c'est un des seuls qui risque d'avoir des conséquences si la vérité est révélée. Donc du coup, on peut comprendre qu'il essaye de se protéger en mentant, surtout que le moment où il a menti, c'était un moment où il était
Il était extrêmement vulnérable. C'était juste après l'enterrement de Brandon, je crois, donc il n'était pas dans son état normal. En plus, il sortait de l'hôpital aussi, donc parce que forcément, là, il y a eu l'accident, il était dans la voiture aussi, puisque c'est pour ça que les parents de Brandon voulaient savoir ce qui s'était passé, parce qu'il était aux premières loges, mais le souci, c'est que déjà, il n'était pas dans son état normal physiquement, mais aussi mentalement, donc forcément, c'était compliqué pour lui de réagir. Tout à fait. Du coup, maintenant qu'on a fait le tour des personnages existants dans le roman, est-ce que vous, il y a des personnages dont vous auriez aimé voir le point de vue et découvrir l'histoire à travers leurs yeux? Je crois qu'on est toutes les trois d'accord, mais ce qui manque vraiment, c'est le point de vue des adultes. Oui. Les adultes matures. C'est ça, enfin, mature. Tu en demandes beaucoup, là. C'est discutable. Non, parce que le problème, c'est qu'il y a des adultes dans le roman. Mais entre la mère de Brandon qui cherche absolument un coupable, puis les parents des autres, entre la mère d'Hélène qui passe son temps à faire des régimes à sa fille, on a limite l'impression que ce qu'elle veut, elle, c'est que sa fille... et elle ait l'air de sœur pour que ça la valorise elle plutôt que... Elle vit par procuration en fait à travers sa fille. Et c'est très très malsain et puis les autres parents sont... Enfin, tous les parents... D'ailleurs, c'est dit à plusieurs reprises dans le roman, les adolescents font des remarques comme quoi... ce qui les traumatise, les adultes, c'est que le pauvre Brandon a eu sa vie gâchée à cause d'Alice. Ils ont aucun scrupule à la traiter... il la traite de salope, enfin, je veux dire, il y a des parents, des pères, ils sont scandalisés parce que l'équipe de foot ne va pas aller en finale parce que Brandon est mort, et puis que tout ça, c'est à cause de cette fille qui est une vraie traînée. Et c'est vraiment odieux, quoi. Donc, en fait, elle a tout le village qui est contre elle, et puis, surtout, donc ça, c'est les parents, mais c'est des adolescents qui sont au lycée. Il se passe des choses au lycée. Où sont les professeurs? Ouais, parce que les parents, c'est vrai que du coup, on a un aperçu un petit peu de ce qu'ils pensent, mais on n'a pas leur point de vue. C'est plus les parents vus par les adolescents. Donc ça peut être un peu faussé aussi, parce que les adolescents sont toujours en rébellion contre le système. Les parents sont une incarnation parfaite du système. Donc on ne sait pas finalement si la vision qu'on a des parents est une vision exacte ou une vision un peu faussée par le regard de leurs enfants. Mais c'est vrai qu'avoir un point de vue d'un prof... qui du coup a été confronté directement à l'histoire et qui a pu voir se dérouler tous les faits, puisque la majorité des faits finalement, en tout cas après l'accident, se passent au lycée. Et c'est vrai que ça aurait été extrêmement intéressant de voir comment les adultes appréhendent cette situation. Surtout, c'est on s'intéresse à quel est l'intérêt des adolescents à entretenir la rumeur. Ça serait intéressant de voir aussi quel est l'intérêt des adultes à entretenir la rumeur. C'est-à-dire que pour la mère de Brandon, c'est garder une image toute proprette de son petit-fiston. Pour les autres parents aussi, c'est trouver un bouc émissaire pour la mort d'un adolescent qui choque tout le monde finalement. Donc Alice est au cerf de bouc émissaire finalement tout au long du roman. C'est une proie facile finalement. C'est une fille, comme je disais tout à l'heure, qui avait déjà une réputation, donc ça a été facile de finalement lui coller absolument tout ce qui se passe sur le dos. Et j'ai l'impression que les parents, et j'imagine du coup les profs, n'ont pas voulu faire la lumière sur la situation parce que ça les arrangeait bien. Mais c'est assez malsain en fait, parce que du coup, on a un peu l'impression que les ados sont livrés en pâture à eux et qui sont... Enfin, que les adultes autour sont encore pires, quoi. Et c'est vraiment malsain et... Ça donne pas de perspective d'évolution bénéfique, en fait, pour ces gamins. Mais c'est inquiétant. Je pense que c'est aussi un peu un début de l'histoire, parce que comme ça se passe dans une petite ville où tout le monde se connaît, c'est possible qu'ils veuillent montrer aussi que ça tourne un peu en rond, finalement, que... Je sais pas trop comment... justement, c'est évoqué par plusieurs personnages. Par exemple, Hélène qui aime bien, elle, que ça soit une petite ville parce que c'est la reine du lycée, un peu, mais aussi, elle apprécie que même en dehors du lycée, elle est connue, les gens connaissent sa mère, les gens la connaissent elle, et puis elle est appréciée par toute la ville, du coup, ça lui fait plaisir. Et à côté de ça, il y a totalement l'opposé avec, je crois, c'est Kurt, qui lui déteste cette espèce d'instinct grégaire qu'ils ont dans ce petit patelin et qui n'a qu'une envie, c'est de mettre les voiles le plus loin possible. Et pour retrouver la civilisation, selon lui. Oui, mais surtout que lui, il vient pas de cette ville à l'origine, il est arrivé là après le décès de ses parents.
Donc je crois qu'il vient de Chicago. Ouais. Donc il est doublement mis à l'écart finalement parce que il y a le fait qu'il n'est pas originaire vraiment de cette ville, plus le fait qu'il est surdoué et que du coup il ne se mêle pas aux autres adolescents. Et le truc, c'est qu'Alice aussi n'est pas originaire de la ville, je crois. Je crois que si. Ou alors, mais il y a un problème avec sa mère, disons que sa famille à l'origine n'est pas très bien intégrée dans la ville. Mais parce qu'elle n'a pas de père. Ouais, donc... c'est mal vu. C'est mal vu, du coup elle a déjà cette réputation en plus. En fait, elle avait déjà une réputation avant, ça arrange pas. Puis c'est surtout ça, c'est ce que t'as dit, c'est une ville qui tourne en rond. Donc en fait, ça me faisait penser à, tu sais, dans Tamaradrou, on a 2 adolescentes qui passent leur temps à s'ennuyer, qui vivent dans leur petit bled et qui arrêtent pas de créer des rumeurs sur Tamara parce que justement, elles ont rien à faire de leur journée. Et on dirait que c'est ça en fait, ce qui entretient ces rumeurs, c'est le goût de la sensation, des histoires à scandale. La peur de l'ennui. C'est ça, la peur de l'ennui. Vraiment le petit bled pourri où tout le monde s'ennuie et préfère créer des rumeurs plutôt que de faire des choses constructives. C'est vrai que ça met de l'animation du coup dans leur train-train quotidien. Ouais, c'est mieux qu'au cinéma. C'est mieux que faire un club théâtre, quelque chose, manger des glaces. Ça moins de préparation, hein. Non, et puis l'avantage c'est que quand les journaux People sont pas arrivés encore et que c'est toujours les mêmes au salon de coiffure, bah on prend les histoires sur Alice et puis ça fait des trucs à raconter. Parce que... On se sent mieux après, on se sent parfait, on se sent sans défaut. Tout à fait. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les personnages ? Non. Non. Alors on va arrêter là cette partie et on reprendra dans un autre épisode pour la suite du podcast.